Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez présente à la Comédie du Livre en mai pour Point Cardinal et vous revenez ce soir pour votre dernier ouvrage qui s'appelle Manifesto, que j'aimerais présenter comme le deuxième volet de votre entreprise autobiographique. Le premier étant Rêves oubliés, que peut-être certains ont lu. C'était il y a 7 ans. C'était janvier 2012, c'est ça. Voilà. Et donc, vous renouez avec l'écriture autobiographique. Les années ont passé. Dans Rêves oubliés, rapidement, vous racontiez l'exil lié à la guerre d'Espagne, et c'était vos grands-parents. Et ici, on reprend avec un des enfants très touchants de ce livre, et qui, cette fois, a vieilli, qui est votre père, et que vous accompagnez dans ces derniers instants. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur ce titre qui vous est apparu d'une manière fort singulière et frappante, Manifesto? Oui, bien sûr. Alors, l'histoire du... Alors, je commence par le titre et je poursuivrai sur la notion d'autobiographie, si vous le permettez. Donc, le titre, en effet, je n'avais pas de titre particulier pour ce livre, et j'ai commencé l'écriture du texte, et peut-être quand j'étais à un tiers à peu près, j'ai fait un rêve. Donc Cécile, ma mère, est personnage du roman, et je fais un rêve donc avec Cécile qui est assise sur un canapé. Moi, je suis par terre, entourée de plein de petits bouts de papier. Et je suis inquiète. Il faut que j'arrive. Sur ces petits bouts de papier est écrit ce qui s'est passé dans les années 80-90. Il faut que je remette tout en ordre. Je n'arrive pas à le faire. Cécile, par contre, est très calme sur ce canapé. Elle me dit, mais Léonore, qu'est-ce qui viendrait tout définir de ce texte? Je ne lui réponds pas, je continue de chercher. Et puis elle me repose cette question. Elle me dit, mais Léonore, qu'est-ce qui viendrait tout définir de ton manifesto? Et là, je la regarde et je lui dis, pour mourir libre, il faut vivre libre. Et je me réveille. Et je me dis que Cécile m'offre un titre. Manifesto me semblait en effet le titre le plus adéquat pour ce texte, puisque c'est un manifeste de vie, c'est un manifeste de création, c'est un manifeste de désir, je crois. Et je me décide aussi à faire de ce rêve un prologue. Donc le prologue vient démarrer ce livre. Donc je le rajoute. J'écris le lendemain de ce rêve le prologue que j'ajoute donc au texte, qui vient l'ouvrir comme un prologue se doit, et qui donc explique déjà les personnages, puisque Cécile est présente, puisque ça explique aussi le titre, et puis peut-être cette devise de vie. Et vous pouvez vous installer là, si vous voulez. Et voilà, je voudrais revenir sur l'autobiographie, parce que je ne considère pas Rêves oubliés comme un livre autobiographique. Je n'apparais pas dans Rêves oubliés. Dans Rêves oubliés, j'ai changé tous les prénoms. Pour moi, c'est un roman. Évidemment, je m'inspire de l'exil de mes grands-parents, mais il n'est jamais écrit dans le texte que c'est l'histoire de mes grands-parents. Donc après, si on m'entend en parler ou si j'en discute avec des gens, je ne cache évidemment pas le fait que Rêves oubliés est inspiré de l'exil de mes grands-parents, et que je l'ai écrit pour mieux comprendre ce que pouvait représenter un exil intimement dans cette famille. Mais ça n'est pas du tout, si je me permets de le dire, ça n'est pas du tout un livre autobiographique, c'est un roman. Manifesto l'est d'une certaine manière, puisqu'évidemment Félix est le nom de mon père, Cécile, ma mère, y est, Léonore est dans ce texte. Donc j'ai fait le choix, là, par contre, de garder les prénoms, parce que ça me semblait important, ça faisait partie de la démarche sincère que je voulais avoir pour ce texte. Mais il y a aussi l'alternance avec des conversations, donc certainement on en parlera avec Ernest Hemingway, qui vient apporter du romanesque, puisque ces conversations sont tout à fait inventées. Donc pour moi, Manifesto est un livre un peu hybride. Ça n'est pas un récit, ça n'est pas un roman, c'est un manifeste peut-être, finalement. Mais vous nous invitez à le relier à Rêves oubliés.
Parce qu'effectivement, quand on lit Rêves oubliés, on ne sait pas que c'est... Enfin, on peut se douter. Je m'étais demandé, je m'étais dit, tiens, quand même, ça doit être quelque chose de proche de l'auteur. Mais dans Manifesto, par exemple, vous évoquez un moment très précis qu'a vécu votre père au moment de l'exil, notamment quand il va à l'école et qu'il fait pipi dans sa culotte. Et c'est un très beau passage de Rêves oubliés où vous dites que c'est ça aussi l'exil, de ne pas savoir dire et de se retrouver dans une grande difficulté. Donc quand on a lu Rêves oubliés, qu'on lit Manifesto, oui, je suis tout à coup, on se dit « Ah, donc c'était lui, le petit garçon ». Voilà, et vous nous aidez à le faire. Si vous ne le faisiez pas, on n'aurait aucune idée que... Voilà, c'est pour ça que je suis d'accord qu'il y a des résonances entre les deux textes, évidentes, mais c'est juste pour vous expliquer, pour expliquer ma démarche, que si celui-là est formellement, en tout cas en partie autobiographique, Rêves oubliés, j'avais pas du tout cette démarche autobiographique, c'était un roman qui allait... Enfin, j'ai considéré qu'à travers la fiction, même si je m'aidais de souvenirs de mon père, je considérais qu'à travers la fiction, j'allais, grâce à la fiction, grâce à l'invention, comprendre une certaine vérité, une certaine réalité de ma famille. Alors là, vous le dites, vous avez croisé deux discours, deux langues aussi. Donc il y a vous dans la chambre avec votre père. Donc c'est un temps qui va s'étirer tout le long du livre et c'est peut-être une nuit à peu près. Et puis, entre-temps, vous nous permettez des pauses, des respirations. Et je voulais savoir si quand vous aviez écrit ce livre, ces pauses sont le mouvement de l'écriture, ou si vous avez écrit toute la partie de l'hôpital d'une traite et qu'ensuite vous l'avez structurée. Je vous pose cette question parce que vous êtes musicienne et que du coup, le silence aussi est musique. Donc comment vous avez pris ce temps de recul par rapport à l'expression de cet accompagnement et de la douleur? Alors, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme. Je crois que c'est ce qui a été le plus long, de trouver la forme adéquate pour pouvoir parler de cette nuit-là et aussi, surtout, je dirais, pour pouvoir faire un portrait de mon père, lui rendre hommage. Lui rendre hommage, c'était lui donner la parole, parce que je pense que la voix est une des choses les plus vivantes. Lui donner la parole pour que, à travers cette voix, la sienne, il puisse exprimer ce qu'il a habité toute sa vie, un engagement profond, un engagement politique profond qui, depuis son enfance, donc, a marqué sa vie, et un engagement poétique profond, artistique, qui venait sublimer cet engagement politique et donner à voir une vision du monde transfigurée, justement, à travers ce prisme artistique. Comment faire? Ça a été la question. Je voulais... il y avait plusieurs choses. D'abord, prendre la parole. C'est le premier roman que j'écris à la première personne. Parfois, le jeu a fait incursion dans mes romans, notamment dans Point Cardinal, de manière assez récurrente. Le jeu pour chacun des personnages qui venait s'insérer dans les phrases directement, sans guillemets. Mais là, je voulais donc que ce soit un roman vocal, avec la narration donc, de la nuit par Léonore, qui la raconte à la première personne, et cet échelonnement avec cette conversation entre ces deux messieurs, donc Félix et Ernesto, qui eux-mêmes, dans cette conversation, évidemment, prennent la parole. J'ai commencé plusieurs fois d'écrire ce texte, j'ai échoué plusieurs fois parce que je me cognais au réel de cette chambre, je me cognais à ma propre expression. Il y avait quelque chose qui ne décollait pas. Peut-être que le roman, peut-être autobiographique, trouvait pour moi très vite son impasse. C'est-à-dire j'étais coincée, là, il y avait quelque chose, je n'arrivais pas à sortir de cette chambre. Je me suis décidée, m'est venue l'idée de cette conversation entre ces deux hommes, justement pour apporter un souffle, pour apporter une respiration dans un rythme, parce que le rythme de la nuit, le rythme de l'attente, c'est un rythme très très serré, c'est un rythme très tendu, c'est un rythme très dur, puisque chaque minute est comptée et chaque minute est décomptée.
Et donc ça, il y a cette tension extrême avec un temps qui est, comment dire, on ne peut pas lutter contre ce temps-là, même si évidemment on ne peut jamais lutter contre le temps qui nous est imparti. Mais je voulais que ces deux hommes, que cette conversation ait lieu dans une suspension, justement. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas si ce sont leurs esprits, on ne sait pas exactement. Ça vient extirper, ça vient donner une distance. Ça vient, en tout cas, moi, ça m'a permis, dans l'écriture, donc là, je vais répondre à votre question, ça m'a permis de reprendre mon souffle. Je l'ai écrit dans cette alternance, le texte, parce que j'avais besoin, moi-même, je crois, de reprendre une bouffée d'oxygène à chaque fois que j'avançais dans la narration de la nuit. Donc c'est venu se mettre en place c'est-à-dire une fois que j'ai eu l'idée de cette double narration, j'ai pu écrire le texte. Alors après l'écriture, la rédaction de ce manifeste a été assez rapide, plus rapide que pour mes autres romans. Peut-être parce que là, justement, il n'y avait pas à élaborer une fiction, des personnages, une intrigue, ce que je fais en général, parce que c'est la fiction qui m'intéresse. Mais évidemment, il y a des grands moments de questionnement dans l'écriture de la fiction, où qu'est-ce qui va se passer, où j'en suis, etc. Là, évidemment, mes personnages, je les connaissais très bien. Et il n'y avait pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, il y a juste une sorte de portrait, comme ça, qui est fait à travers une mosaïque comme des sortes de photos qui passent et qui viennent, une fois qu'on les a toutes vues et toutes lues, qui viennent dresser le portrait de cet homme, de sa vie, de ses engagements, de ses désirs, comme je disais. Donc, en tout cas, moi, cette alternance m'a servi à ça. Elle m'a servi à passer d'un temps très tendu à une suspension, où je pouvais donc reprendre mon souffle, et aussi, dans cette reprise de souffle, insuffler donc, la poésie, la littérature. Je pense que la littérature entre dans le texte grâce à ça, parce que c'est un moment où je peux développer une autre écriture, plus poétique, plus métaphorique, et où je peux parler justement de la vie, de la création, de l'amour, du désir, des taureaux, de souvenirs et de tout ce qui fait une vie entière. Parce que ce que je voulais, c'est pas parler de sa mort, ce que je voulais, c'était parler de lui, de sa vie, de comme il est vivant, et évidemment d'écrire sur lui, du point de vue un peu mégalomaniaque de l'écrivain, permet de croire que la trace rend vivant. Et que donc l'œil qui va se poser sur cette trace va permettre au personnage de s'incarner à nouveau. Donc il y a une sorte d'incarnation qui se fait et de mémoire qui reste vive grâce au texte. Alors le personnage avec qui il dialogue, c'est pas n'importe qui, c'est Hemingway. Alors vous l'appelez Ernesto, du coup on met un petit peu de temps à comprendre, mais assez vite quand même on a compris que c'était lui. Comment il s'est invité dans la danse, Hemingway? C'est quelqu'un qui est lié à votre famille, visiblement, ou ça, c'est complètement inventé? Ça, je l'ai su après, en fait, qu'il était lié à ma famille. Alors, Ernest Hemingway, donc, une fois que j'avais eu cette idée de conversation, il a fallu que je trouve un interlocuteur. Donc, c'était évidemment un autre questionnement. Et puis, dans toute cette période préalable à l'écriture, où on est dans une sorte de recherche comme ça intense, j'ai vu un documentaire sur la guerre d'Espagne, un peu par hasard. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de hasard, mais en tout cas, ça m'a semblé être un hasard à ce moment-là. Et on y voyait Ernest Hemingway en 1936 à Madrid, dans l'hôtel de Florida, qui était l'hôtel où étaient logés tous les reporters de guerre. Où il était lui-même donc correspondant pour un journal américain pour relayer cette guerre d'Espagne qui se passait sous ses yeux. Il était en compagnie de Martha Gellhorn, une très jeune femme, écrivain et aussi journaliste, avec qui vivait une grande passion. Elle sera sa troisième épouse. Et donc la correspondance, je dirais, en tout cas la résonance de ce personnage d'Hemingway m'a sauté aux yeux pour plusieurs raisons. La première, l'engagement politique, antifasciste, un certain rapport à la vie évident,
d'un engagement aussi donc créatif d'un écrivain, et donc qui pouvait parler, parce que mon père est peintre, donc ça c'est très important de le dire, donc c'est un artiste peintre, donc ils allaient pouvoir discuter de ça, de ces engagements-là, de la manière dont la grande histoire a influencé leur histoire personnelle, puisque Hemingway s'est engagé sur le front de la Première Guerre mondiale en Italie. Donc la Première Guerre mondiale, il est blessé grièvement, et ensuite il revient en 1936. Il voit avec désespoir ce que peut devenir cette Europe dès 1936. Et évidemment aussi donc l'art et la mort. Un rapport à la mort extrêmement fort, puisque dans leur vie, en tout cas leur vie marquée par la mort et les deuils, puisque Hemingway, son père s'est suicidé, son grand-père, ses enfants, enfin il y a une sorte de très très grande lignée de suicides dans la famille Hemingway, et que mon père a perdu 3 de ses enfants. Donc j'ai pensé que ces 2 hommes avaient beaucoup de choses à se dire, et qu'il y a une génération d'écart entre les 2, mais qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire. Donc je me décide à utiliser Hemingway, Ernesto, parce qu'il a vécu beaucoup à Cuba, et qu'à Cuba, tout le monde l'appelait Ernesto. Donc je me suis dit, l'espagnol, allons-y. Donc il s'appelle Ernesto. Et puis je commence le texte, et je vais rechercher dans des papiers, dans la famille, etc. Et je me rends compte que Hemingway donc était en lien avec ma famille, parce que dans les années 20, quand il vivait à Paris, il allait tous les étés à Pampelune, aux fêtes de la course de taureaux de San Fermín, et que le dimanche, il allait déjeuner chez la sœur de ma grand-mère, parce qu'ils étaient amis. Et donc cette amitié est restée longtemps entre eux, et qu'il a circulé. J'ai retrouvé des photos avec Hemingway. Donc évidemment, pour moi, ça a été une sorte de moment fort où l'intuition, justement, de la fiction, peut-être ce que je disais au début avec Rêves oubliés, l'intuition de la fiction venait révéler une certaine vérité de cette histoire. Et donc, Hemingway m'a semblé encore plus adéquate. Et en tout cas, ça m'a fortifiée dans l'idée que cette conversation pouvait avoir lieu, et que des croisements avaient eu lieu, en tout cas, même si, évidemment, Hemingway avait certainement peu ou pas parlé avec mon père, qui était un enfant à ce moment-là. Mais oui, il y avait au-delà de ce clin d'œil finalement avéré, il y avait, j'ai pensé, une correspondance entre eux. Et puis, Hemingway étant écrivain, ça me permettait aussi de dire des choses sur l'écriture, sur la distance, sur ce qu'on peut exprimer de soi ou de ce qu'on vient transfigurer à travers la littérature et à travers l'art en général, de ce qui nous traverse, et de ce qui nous traverse d'histoire et de nature et de vie en général. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, quand vous êtes dans la chambre d'hôpital à attendre en fait qu'il meure, parce que il est là, il est déjà plus conscient, et on attend, il y a un compte à rebours presque, vous trouvez ça extrêmement long, douloureux, et dans ces moments-là, on est comme figé avec vous dans le temps, et c'est lors du dialogue avec ces 2 hommes que finalement, vous tracez le lien que vous avez avec votre père. C'est pas quand vous êtes avec lui et que vous lui tenez la main, mais c'est quand lui dialogue avec Hemingway. Oui, sûrement. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans ce texte, mais je comprends. En tout cas, dans ces dialogues, ça me permettait de dire l'homme qu'il était. Donc l'homme, le père, le créateur. Et donc évidemment, là, je pense que ça vient, il y a quelque chose qui vient vibrer de ce qu'il était, et donc du lien que j'avais avec lui. Dans la chambre d'hôpital, c'est la toute fin de ce lien. Et c'est aussi la toute fin du corps. Je voulais écrire sur ça, sur son corps, quand je lui tiens la main, sur des choses très, très tangibles qui vont vers l'intangible, et parler de ce passage quand même tout à fait mystérieux de la vie à la mort. Enfin, en tout cas, je voulais qu'il y ait ces croisements-là. Je voulais,
la narration de la nuit, je raconte mon émotion, c'est-à-dire mon sentiment. Nous sommes avec Cécile, il y a quelque chose là qui se trame, qui se joue, de la lumière, de l'attente, de ces jours qui se lèvent, de l'infirmière qui passe, de quelque chose, en effet, de cette tension réelle qui est dure, mais qui existe. Je voulais pas l'éviter. Ça me semblait, je sais pas, ça me semblait important de dire cette fin là, qui est une fin, qui est une belle fin par ailleurs. Et puis dans la conversation, redonner voix, redonner tout ce que peut être l'aspiration d'une vie, et que ces deux messieurs se retrouvent à un moment où ils peuvent vraiment parler à bâton rompu. Enfin, il n'y a plus de jugement social, il y a plus de, ils sont complètement libres dans cet endroit-là pour parler d'eux-mêmes, c'est avec une sorte de sincérité, je sais pas, de lucidité, d'abandon. Je trouve que, en tout cas, j'avais cette vision-là de ces deux vieux messieurs comme ça, sur ce banc, qui se racontent une vie comme si, dans un instant, dans un endroit qui est quand même en pleine nature, on ne sait pas très bien où c'est, on ne sait pas très bien s'ils sont vivants ou morts, vivants ou pas, si tout ça compte peu finalement. Moi, j'ai beaucoup pensé au dialogue des morts de Lucien. Pour moi, il était déjà mort quand il parlait avec Ernesto, et que vous vous invitiez là comme à un bilan et comme aussi donner voix aux fantômes. Je me suis demandé dans quelle mesure pour vous l'écriture, c'était pas aussi donner un espace, une vibration à tous ceux qui ont quitté l'espace prématurément, et dans votre vie et la vie de votre père, ils sont nombreux. Enfin, il y a des moments de douleur très vastes. Oui, bien sûr. Oui. Ben je crois que ce manifeste est là pour, en effet, laisser une trace, la trace écrite, la trace vivante. C'était le moment pour moi, en effet, si je voulais écrire un hommage et un portrait de mon père, et que je voulais le faire avec sincérité, ce qui était mon but. C'était de ne pas passer à côté donc des grands deuils et des grandes épreuves de la vie. Et il en a eu, et moi aussi à travers lui. Je pense que c'est une clé de notre engagement artistique dans la vie aussi, de cette quête de vérité et de liberté. Je pense que quand on a vu la mort assez tôt, assez proche, alors ça donne aussi une grande force de vie, un grand désir. On voit que après les très grandes épidémies dans les pays, c'est le moment où il y a le plus de naissances, après grand désir d'amour. Et c'est évident. Enfin, la mort vient mettre en appétit pour la vie. Et quand je dis que pour mourir libre, il faut vivre libre, c'est ça, il faut vivre libre. Parce qu'on chemine tous vers la mort, mais ce qui est intéressant, c'est le chemin. Et le chemin, c'est ça, c'est la vie. Donc le miracle, c'est la vie. Et ça, c'est ce qui m'a été transmis et ce que j'ai compris et que je tente de faire vivre à travers mon travail d'écriture. Et évidemment, grâce à l'écriture et grâce à la magie du regard posé sur un livre, comme je disais, si vous lisez le livre, vous rendez vivants ceux qui sont écrits. Donc ça, c'est une grande... Oui, c'est magique, donc j'en profite. Alors, il vous a aussi transmis l'art, certainement, mais il y a quand même aussi quelque chose lié à la musique, parce que du coup, il est sculpteur aussi, il est peintre, dessinateur et sculpteur, et il y a il y a un motif très présent qui est le violon, que vous détaillez comme un corps, et progressivement, il va finir par dire que ça sera Léonore qui prendra ce violon. Donc vous avez aussi une place très particulière dans cette fratrie des trois garçons, et puis vous, le violon, et puis vous, est-ce que vous avez pris conscience de ça en l'écrivant? Quelle place vous aviez au milieu de ces deux hommes? Non. Le violon, pour moi, était un fil rouge dans le texte, parce que, alors, d'abord parce qu'en effet, mon père m'a fait deux violons,
Donc je ne parle que d'un seul. Quand j'étais adolescente, il a fait le deuxième. Et donc, le fil rouge, pourquoi ? Parce que, à mon avis, le violon, c'est la métaphore de la création, dans le sens où Félix arrive, quand il retrouve Ernesto sur son petit banc, il arrive avec sa boîte de violon, il ne va pas l'ouvrir, il va juste raconter. Il raconte d'abord la forêt, il raconte ensuite comme le bois est coupé, comment on laisse le bois reposer pendant des décennies, comment on coupe des planches et comment, avec ces planches, on va faire un instrument. Et que cet instrument va prendre sens quand il sera transmis au violoniste et qu'il va être joué. La métaphore de l'œuvre d'art, c'est ça, c'est à partir d'un matériau, on le façonne et on en fait quelque chose. Et ce matériau de cette œuvre d'art existe aussi à travers le regard des autres. Alors encore plus avec un instrument, comme son nom l'indique, l'instrument de musique, c'est-à-dire que tant que l'instrument n'est pas joué, il n'existe pas. Il n'est pas utile, disons. Et il y a cette mémoire, enfin, moi je pense souvent à mon violon, qui n'est pas le violon que m'a fait mon père, mais un violon avec lequel je joue, qui date de la fin du XVIIIe. Et je pense à tous les violonistes qui ont joué cet instrument, qui ont posé leurs mains exactement là où je pose les miennes, qui ont joué beaucoup, et toutes les musiques qui ont traversé cette caisse de résonance, hein, c'est juste du bois, c'est quand même extraordinaire, la perfection du violon, enfin des instruments de musique en général, comment la pensée de l'homme a pu créer ces objets comme ça, merveilleux, de création, de son, de musique. Et donc je pense souvent à ça. Quand je prends mon violon, je pense à tous ceux qui ont joué avant et tous ceux qui joueront après moi, et ce qui reste, parce que je pense qu'il reste quand même une certaine mémoire là, quelque chose, que des vibrations qui restent. Et donc évidemment, c'est la métaphore de la transmission d'un geste. Et je crois que c'est un manifeste sur la transmission du geste, le geste de faire, le geste de donner, le geste de transmettre une certaine idée de la beauté, une certaine idée d'un engagement qu'on peut avoir dans le monde, et que l'art nous rend aussi humains, parce qu'on est tous... c'est cette transfiguration du monde, c'est ce déplacement du monde réel vers un monde irréel qui vient aussi nous permettre une compréhension plus aiguë de ce qui nous entoure, parce qu'elle est transfigurée, parce que c'est pas à travers un autre biais. Et les grandes émotions artistiques que j'ai eues devant des photos, des tableaux, des sculptures, des livres, enfin tout ce qui fait l'art en général, c'est ça aussi qui me donne l'envie d'écrire, l'envie de donner aussi à mon tour, humblement, ce que je peux comme idée de la beauté. Alors votre père dessine des foules. Est-ce que vous n'êtes pas celle qui donnez finalement une voix à ces foules ? Parce que créer des personnages, c'est aussi rendre des foules vivantes. Alors elles sont peut-être moins nombreuses parce que vous sélectionnez des personnages, mais dans le livre là, on pourrait se dire qu'il y a une foule, et la scène finale est une scène de foule, oui, que vous rendez vivante. Vrai. Oui, je ne l'ai pas vu sous cet angle-là, mais c'est une belle manière de le voir, certainement. En tout cas, je pense que mes parents étant tous les deux plasticiens, il a fallu que je trouve ma place, que je trouve mon territoire d'expression. Et il y avait déjà beaucoup de monde dans la pièce pour les plasticiens, et plus de place. Donc j'ai commencé par le violon, donc qui fait du bruit, à contrario de la peinture, qui est silencieuse. Et puis en effet, l'écriture, où là, il y a une forme de prise de parole, en tout cas de mettre en mots, certainement, et de donner voix à des personnages. Et comme vous le disiez, autant tout le roman est à la première personne, alors suivant qui parle, évidemment, les trois interlocuteurs, Léonore, Félix et Ernesto, mais la fin je n'arrivais pas à finir en fait ce texte, c'était très difficile. J'ai pensé que je n'y arriverais pas quand mes personnages sont venus à la rescousse.
Et ils l'ont fini pour moi, le texte. Donc la toute fin est c'est une narration omnisciente. Avec, en fait, après, je me suis dit que c'était un peu comme le chœur grec qui vient témoigner à la fin de ce qui s'est passé pendant cette représentation et de ce qui s'est passé avec les personnages. Et ce sont les personnages eux-mêmes qui incarnent la fin et qui s'expriment. Et pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, tous les fantômes on finit ce texte. Donc c'était à la fois une manière poétique, mais aussi une manière de... j'ai pas pu faire autrement. Alors une dernière question, et puis on proposera à la salle. Est-ce que l'écriture a été apaisement ? Ça vous va comme réponse? Non, je vais aller plus loin que ça. L'écriture a été un mélange d'exaltation, d'écrire ce texte, parce que ça m'a demandé beaucoup de courage. Donc j'ai été à la fois exaltée d'y être, de le faire. Je me disais, je suis en train de l'écrire, et de grandes difficultés. Parce qu'il fallait que je trouve une distance qui parfois était dure à prendre pour pouvoir continuer et avancer dans l'écriture du livre. Donc maintenant, j'arrive à les envisager comme des personnages de roman. Je pense que, en fait, je l'ai toujours fait. C'est pour ça que j'ai pu écrire le texte et que je me permets d'être devant vous ce soir. Sinon, je ne viendrais pas parler de quelque chose de si intime. C'est aussi parce que j'ai pris... la distance de la littérature s'est mise entre eux et moi, et c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu en faire littérature. C'est-à-dire... ce n'est pas un livre exutoire. Si j'avais eu besoin d'un livre thérapeutique, je pense que j'aurais écrit un journal intime, je l'aurais gardé pour moi. Là, j'avais l'ambition d'en faire de la littérature. Donc, la littérature exige une distance. J'espère avoir réussi à la prendre. Et donc, il y a eu à la fois l'exaltation d'être dans cette tentative, et puis la difficulté parfois d'être rattrapé par tout ce que ça venait faire... ressurgir. Mais aujourd'hui, je suis assez contente d'avoir eu le courage de le faire, je crois. Bravo. Merci. Alors, y a-t-il